Bonjour à tous, bienvenue au 7e webinaire du cycle CAP 2030 vers les nouveaux modèles de l'éducation, de webinaire prospectif sur les nouveaux modèles socio-économiques. Pour introduire, posons quelques éléments de contexte. Tout d'abord, le constat. On est dans une situation où, face aux transformations systémiques actuelles, finalement, toutes les organisations, qu'elles soient publiques et privées, sont en questionnement sur leur modèle socio-économique. Et depuis 15 ans, la recherche empirique du Rameau et de ses partenaires a permis de capitaliser une connaissance partagée relative au modèle socio-économique d'intérêt général. C'est pourquoi, en octobre 2020, nous avons lancé le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général avec nos partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, la Banque des territoires, la Croix-Rouge française et le Fonds DD17 pour passer de la connaissance à la compétence. Parmi le public, certains sont des habitués du programme qui s'organise autour d'un webinaire chaque 3e jeudi du mois. Et en 2022, nous cheminons ensemble pour un nouveau cycle en 10 escales. Alors, ce cycle, quel est son objectif finalement, ce nouveau cycle de webinaire CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques? Il permet d'abord de comprendre la diversité des modèles socio-économiques, à la fois par domaine d'action, par profil d'acteur et par territoire, et surtout d'appréhender finalement leurs interactions, les liens qu'il y a entre ces différents acteurs, pour leur permettre d'accélérer des solutions pour répondre à la hauteur des enjeux qui nous sont posés par l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, les ODD, qui vont d'ailleurs dans 10 jours fêter leur anniversaire. Nous avons jusqu'à présent abordé 6 domaines: le numérique, l'énergie et la précarité énergétique, l'emploi et l'insertion, la mobilité, la santé et les aidants avant l'été. Et nous voici réunis pour notre 7e thématique, celle de l'éducation. Comment va se dérouler ce webinaire? Il va comporter finalement 3 temps. D'abord, une présentation de la recherche empirique, quel défi pour l'éducation. Ensuite, des regards croisés d'acteurs complémentaires avec la Maison de l'Apprendre, le CRIJ Centre Val-de-Loire, la Fondation Total Énergie et Ouidou. Et au final, une mise en débat pour faire interréagir chacun de ces 5 intervenants de la diversité des actions à leur interaction, et nous vous présenterons rapidement les prochaines étapes. Sans plus attendre, Charles Benoît, je vous invite à nous présenter votre vision des défis pour l'éducation. Merci beaucoup Yann, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 7e webinaire. Alors, cette 7e étape, elle est un peu particulière puisque, comme le rappelait Yann, nous fêtons ce mois-ci la 7e année, le 7e anniversaire des objectifs de développement durable. Or, s'il y a bien un domaine qui est au cœur des objectifs de développement durable et particulièrement au cœur du 17e objectif, celui de comment allons-nous faire pour ces changements systémiques auxquels nous sommes confrontés, c'est bien celui de l'éducation. Alors, comme chaque fois, nous allons relire, relier, réinventer ensemble, finalement, ce cheminement commun autour, cette fois-ci, du défi de l'éducation. En 2007, nous posons les premiers défis des alliances d'intérêt général à travers une recherche-action particulière pour nous, puisque ça a été la première alliance que nous avons montée entre une fondation, la Fondation pour l'enfance, un ministère, le ministère de la famille, une entreprise, Mitsubishi Electric, et un acteur de recherche empirique, le Rameau. Et ces 4 acteurs avons comme objectif de savoir comment accompagner les lauréats des prix de la Fondation pour l'enfance. Et très intéressant parce qu'il y a eu 2 temps forts que j'aimerais rappeler aujourd'hui. D'abord, une visite d'études autour de Madame Valérie Giscard d'Estaing au collège de Montfermeil. Et la proviseure du collège, la principale du collège, nous expliquant qu'il avait fallu 2 mois et demi de discussions, d'échanges, de négociations avec les enseignants
pour qu'ils acceptent qu'un chef d'entreprise, en l'occurrence le directeur général de Mitsubishi Electric, qui était mécène de l'opération, puisse rentrer à l'intérieur du collège. Que de chemin parcouru depuis. Et puis, deuxième anecdote de l'époque, c'était le moment où avait été lauréat une association, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, Fréquence École, merci beaucoup, Fréquence École qui a lancé la première étude d'impact sur Internet auprès des enfants. Je souligne qu'en 2007, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Facebook est arrivé à partir de 2008. Et cette première étude d'impact d'Internet auprès des enfants a été particulièrement intéressante pour l'ensemble des partenaires parce qu'elle nous a bien montré qu'il fallait que nous sortions de nos postures pour comprendre la réalité de terrain qui était derrière. Et donc, pourquoi ces deux anecdotes de 2007, au-delà du fait que c'était pour le Rameau la première alliance entre fondations, entreprises, acteurs de l'État et laboratoires de recherche empirique, c'est surtout parce qu'elle nous a posé une équation systémique pour comprendre en profondeur les défis. Il faut comprendre les domaines impactés, les acteurs concernés et bien évidemment la diversité des territoires, puisque le fait d'avoir été à Montfermeil pour cette visite d'études n'avait pas été anodine dans la compréhension des tensions qui pouvaient exister sur cette question du faire alliance au service de nos jeunes. Et donc, à partir de cette première expérience, nous avons lancé pendant une décennie toute une série d'expérimentations, à la fois pour croiser les domaines, pour croiser les acteurs et pour croiser les territoires. Je ne vais pas citer toute la décennie de recherche, je voudrais juste donner un exemple à chaque fois. Croiser éducation et environnement, par exemple, comme le fait depuis 40 ans les CPIE et tout le travail qui a été fait depuis une décennie avec l'UNCPIE pour savoir comment, dans les nouveaux enjeux environnementaux, cette question de l'éducation est encore plus qu'avant au cœur de notre capacité à faire alliance. La question de multi-acteurs, le moment un peu fort où l'Alliance pour l'éducation et United Way ont fusionné pour associer leur dynamique au service de l'enfance, ou dans un autre domaine, la capacité dès 2015 des Nations Unies à jouer au sens noble du terme à travers la Fondation Helix et à travers ce personnage, premier ambassadeur et unique ambassadeur digital qui a une portée mondiale parce qu'il sourit et ne parle pas. Ou troisième élément, la capacité de nos territoires à inventer des solutions au plus près des besoins, que ce soit sur l'éducation avec les jeunes, comme VitaWin à Paris-Asmar-des-Bois, ou que ce soit à travers l'intergénération entre jeunes et seniors à travers Silver Geek à Poitiers. On voit bien, durant cette décennie, qu'en prenant un angle à la fois par les domaines, par les acteurs et par les territoires, alors on peut appréhender une vision systémique qu'il était encore complexe d'aborder en 2007. Et c'est pour ça qu'en 2017, en partenariat avec la fondation qui n'était encore que Total à l'époque, Total Énergie aujourd'hui, nous avons mené une grande étude sur éducation, formation, insertion des jeunes pour comprendre le cheminement de 12 à 25 ans, par quelles étapes passent nos jeunes et surtout quels sont les écosystèmes qui soutiennent ce cheminement d'une décennie pour chacun d'entre eux. Et ce qui nous a valu, et c'était très intéressant, lorsque l'UNESCO nous a demandé d'intervenir en 2018 pour aborder un sujet très particulier, c'est quelle gouvernance les programmes d'éducation peuvent avoir au plus près des territoires. Et nous avons eu la chance de participer, d'être grands témoins d'une formation avec une trentaine de pays pour parler de la gouvernance locale de ces programmes d'éducation. Passionnant et échange dont on pourrait reparler pendant des heures. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, comme je le disais, si comme cadeau pour ce 7e anniversaire des objectifs de développement durable, nous avons voulu lancer la
première fiche repère de l'Observatoire des partenariats sur, non plus, puisque vous savez, les fiches repères existent par territoire, elles existent par acteur, mais cette fois-ci par coopération sectorielle. Et j'ai le plaisir de vous annoncer et de lancer officiellement avec ce webinaire la première fiche repère éducation que vous pourrez télécharger dans les prochaines heures à travers le jeudi de l'ODD 17 qui portera sur ce sujet. Alors, une fois qu'on a relu cette histoire et ce cheminement collectif, la deuxième question est, merci de ne pas toucher, s'il vous plaît, les slides à nos intervenants, parce que ce sont nos intervenants qui sont en train de faire un petit jeu de cache-cache avec les slides. Donc, si on passe au deuxième slide, cette fois-ci sur la relier à nos enjeux. Il est très important, et c'est ce qui avait été souligné dans cette étude en 2017, de prendre conscience des 4 défis que nous pose la question de l'éducation. Le premier, et peut-être le plus important, c'est l'évolution du contexte socio-économique en moins d'une génération. Rappelons-nous, cette génération, le XXe siècle, a déjà connu 3 traumatismes mondiaux. Le premier, en 2001, sur une vision universelle qui ne l'était peut-être pas tant que cela, sur lequel nous devions nous re-questionner. Puis, en 2008, sur une gestion universelle qui ne l'était peut-être pas tant que cela et sur lequel nous devions nous re-questionner. Et puis, après le grand débat, première mondiale, où en 2015, les objectifs de développement durable sont posés, ils nous ont sans doute permis d'avoir un amortisseur par rapport à ce 3e traumatisme mondial que nous avons tous vécu en 2020. L'action universelle n'est peut-être pas ce qu'elle aurait pu être. Et donc, cette question de nous re-questionner sur les 3 leviers de l'intérêt général que sont une vision partagée, une gestion régulatrice et une action collective est au cœur de la question des générations d'aujourd'hui. Et si je puis dire, en une génération, nous sommes passés des jardins à la française, d'un avenir qui était devant nous, peut-être un peu défraîchi, mais en tous les cas d'un avenir que l'on croyait être nécessairement meilleur, à un questionnement d'une jungle qui nous pose la question aujourd'hui de l'incertitude de l'avenir. Et que s'est-il passé entre la génération de 2000 et la génération de 2020? C'est un vrai sujet qui, bien évidemment, nous impacte tous. Le deuxième défi systémique que nous devons repenser pour pouvoir repenser le monde, il nous faut d'abord le penser avec un E pour pouvoir le penser avec un A, c'est bien évidemment le changement radical des autorités. Nous sommes passés des autorités des pairs, P-E-R-S, à E-S, pardon, aux pairs, P-A-I-R-S. Ça n'est plus du tout la même chose, ça n'est plus du tout le même mode d'appréhension des autorités, quelles qu'elles soient publiques ou privées. Et cette question-là, bien évidemment, re-questionne au cœur la question de l'éducation. La question de la légitimité n'est plus de droit, elle est devenue d'adhésion. Ça n'est pas la même question. Et si vous êtes intéressé par cette question, le témoignage de Jean-Paul Delevoye, président de la Fondation des territoires, hier à l'école de Paris, était passionnant sur la question que nous pose à tous ce changement et ce questionnement sur nos autorités. Le troisième défi, c'est celui de pouvoir prendre en considération cette révolution numérique, dont il ne faut pas oublier qu'elle est au moins à 2 vitesses, voire à plus de 2 vitesses. Et ce n'est pas une question générationnelle, et ce n'est pas qu'une question d'équipement, c'est aussi une question d'usage et de capacité à appréhender un outil qui peut soit nous épanouir, soit nous enfermer. La question qui est posée au monde entier, et particulièrement aux générations d'aujourd'hui, qu'elles soient jeunes ou plus anciennes, est comment nous appréhendons un outil qui est à la fois un poison et un remède. Comment est-ce que nous utilisons cet outil qui peut ouvrir sur le monde ou nous renfermer sur nous-mêmes? Cette question-là, bien évidemment, est au cœur de toute démarche d'éducation et nous questionne. Lorsque l'outil devient une fin en soi,
jusqu'où l'outil est-il porteur finalement de sens. Cette question de comment nous utilisons nos outils était évidemment la clé de voûte de la transformation systémique que nous vivons. De la même façon que la façon dont nous utilisons le droit ou la finance, la question dont nous utilisons le numérique est sans doute un pilier extrêmement important de la question de l'éducation pour demain. Et puis, et j'en finirai là, mais sans doute le plus important, c'est la transformation finalement de la compétence essentielle. C'est celle de la maîtrise des outils, de la technique, à la maîtrise de la relation, du lien entre nous. Ça n'est pas la même chose d'apprendre un outil, d'apprendre un savoir et d'être dans un savoir-être et un savoir-agir ensemble. Cette question dont on voit bien que, à la fois de manière cognitive, à la fois de manière technologique et à la fois en termes de nouvelles responsabilités, ces nouvelles compétences qui impactent tous les métiers du monde, sont vraiment au cœur de notre question. Comment on articule technique d'un côté et relation de l'autre? Nous sommes au cœur, bien évidemment, de la transformation dont nous parlons de façon classique, et j'allais dire webinaire après webinaire, puisque c'est la question que les pays du Sud ont posée aux pays du Nord en posant l'objectif 17 comme un objectif en soi. Comment allons-nous faire? Nous voyons à travers ces 4 défis que nous sommes dans une déstructuration, ou plus exactement dans une restructuration à la fois de nos modèles de pensée, mais aussi et peut-être de nos modèles d'action. Et vous savez que, quelque part, plus l'incertitude est grande, plus la capacité d'agir est un élément déterminant en termes de résilience. Nous l'avons tous vu au moment de la Covid, nous avons tous vu que la capacité à interagir au moment de la Covid, alors que tous nos études étaient paralysées, a été l'élément déterminant pour les territoires en termes de résilience. Et ça nous oblige à ne plus faire pour, mais avec, et c'est notamment une énorme opportunité pour travailler avec nos jeunes dans une nouvelle gouvernance et dans une nouvelle modalité d'action de l'éducation. Comment construire avec les jeunes d'aujourd'hui l'avenir de demain? C'est sans doute le défi le plus important auquel nous sommes confrontés. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par cela à venir le 6 octobre à la 5e rencontre de reconnaissance de la Fondation pour la co-construction du bien commun. Nous lancerons la démarche prospective Intérêt général 2050. Et du côté du Rameau, la question des jeunes et territoires 2050 est devenue notre projet stratégique depuis juin dernier. Alors finissons sur la question des modèles socio-économiques. Vous voyez bien, au regard de cette profonde transformation, qu'il ne peut pas seulement s'agir d'une question de l'équilibre de chacun, comment chacun réinvente son équilibre au travers des 3 leviers d'un modèle socio-économique, de ses richesses humaines, de ses ressources financières et de ses alliances. Mais c'est aussi une question des interactions entre tous. Et sur le schéma écosystémique que vous retrouverez dans la fiche repère coopération et éducation, on voit bien que si nous regardons ne serait-ce que le lien entre l'éducation et l'insertion, si nous prenons en compte pas seulement la moyenne des jeunes, mais aussi les plus fragiles des enfants et les plus fragiles des jeunes, alors nous comprenons que l'éducation est sans doute le domaine qui nous invite le plus à repenser l'équilibre de la maison de chacun en lien avec les interactions entre tous. Et je remercie nos 4 grands témoins d'aujourd'hui que le Rameau a la chance de suivre dans le cadre de ses travaux de recherche, d'avoir accepté avec humilité et détermination de partager là où ils en sont de ce défi commun. Nous fêtons les 7 ans des objectifs de développement durable. N'oublions pas que nous sommes à mi-chemin de l'agenda 2030. On peut voir le verre à moitié vide, mais surtout, pour les plus fragiles d'entre nous, battons-nous pour voir le verre à moitié plein.
Merci Charles Benoît pour cette mise en perspective à travers un grand nombre d'échelles, notamment du temps et des territoires. Passons à présent au grand témoin que vous venez d'évoquer. Donc, on va successivement écouter la Maison de l'Apprendre, le CRIJ, Centre Val-de-Loire, la Fondation Total Énergie et Ouidou. En fait, leurs propos vont s'articuler autour de 4 grands points cardinaux. Chacun va un peu comme une boussole incarner finalement l'un des grands caps, l'une des grandes directions pour éclairer son chemin. La Maison de l'Apprendre au sujet de la pédagogie de l'apprentissage, le CRIJ Centre Val-de-Loire pour la mobilisation des jeunes, la Fondation Total Énergie pour le regard de l'investissement sociétal et Ouidou au sujet du numérique. Ce sont ces dialogues croisés, ces interventions qui vont nous permettre finalement d'illustrer comment innover avec son écosystème. Un petit mot à l'attention du public. Chaque intervenant va partager ses propos et vous pourrez réagir, poser vos questions à l'aide du fil questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et bien évidemment, vos questions pourront contribuer à lancer la mise en débat. Donc, commençons par l'enjeu de pédagogie de l'apprentissage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Angélique Figari, présidente et cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, pour nous en dire plus à ce sujet. Angélique, pourriez-vous nous dire finalement comment apprendre à apprendre face à la transformation de la société ? Merci beaucoup Yann, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe du Rameau de nous avoir associés à cette table ronde. La Maison de l'Apprendre est une association d'intérêt général qui a été préfigurée par une initiative citoyenne collective en 2017 en région lyonnaise. Le problème auquel nous nous attaquons est le décalage entre les compétences individuelles et collectives et les enjeux des objectifs de développement durable. Comme vous, autour de cette table, nous sommes convaincus que l'éducation a un rôle fondamental majeur à jouer dans l'agenda 2030. Et donc, cet ODD numéro 4 de pouvoir proposer, accéder à une éducation de qualité pour tous et tout au long de la vie est vraiment le sujet central de nos activités. Il nous invite à nous poser la question de ce que nous avons impérieusement besoin d'apprendre aujourd'hui pour demain, de comment créer des situations d'apprentissage inclusive qui ne renforcent pas la marginalisation, voire l'exclusion des individus les plus vulnérables, et comment permettre à chacun de révéler et mobiliser ses talents. La manière dont nous opérons ces activités s'articule autour d'une communauté, que ce soit la famille, l'école, les activités périscolaires, les études supérieures, le monde du travail, les engagements associatifs, la vie de quartier. Chacun de ces espaces de vie participe et influence la façon dont les individus apprennent et prennent part à la société. Et nous savons aujourd'hui que ça sera la capacité à apprendre tout au long de la vie, en toutes circonstances, qui permettra à chaque individu de s'adapter aux changements auxquels l'avenir le confrontera. Et finalement, le cloisonnement entre les acteurs de ces différentes sphères est un frein réel aujourd'hui à des parcours d'apprentissage révélateurs de la richesse des talents de chacun. Donc, si l'objectif de développement durable numéro 4 est bien notre quoi, l'objectif de développement durable numéro 17 est notre comment. Et on a choisi cette approche par le territoire, celui de la métropole de Lyon, comme un terrain d'application de notre catalyseur d'alliance éducative, une fabrique de coopération innovante pour le développement des compétences et de l'engagement citoyen du plus grand nombre. Finalement, la Maison de l'Apprendre crée des ponts entre ces différents mondes, et si je file la métaphore autour des ponts, on crée aussi des chemins de traverse qui sont connectés à des autoroutes. Et c'est ensemble que nous avons cette capacité d'apprendre les uns des autres, de nos réalités, de nos besoins, et nous construisons des réponses nouvelles aux enjeux sociétaux de nos territoires par ce développement de la capacité individuelle et collective d'apprendre pour comprendre, pour pouvoir agir. L'échelle du territoire est vraiment un élément déterminant, c'est notre dénominateur commun entre toutes les parties prenantes. C'est aussi l'échelle de l'action et de la décision, que ce soit en matière de politique publique décentralisée notamment, et vous l'évoquiez tout à l'heure, sur l'éducation, l'insertion, la formation.
Et nous avons au même endroit ceux qui opèrent, ceux qui créent des cadres, ceux qui innovent, ceux qui ont la capacité d'investir pour expérimenter de nouvelles solutions et ceux qui rencontrent les besoins. Et c'est finalement une échelle de cohésion sociale qui permet d'inscrire un projet d'éducation de qualité comme un socle du faire société ensemble où chacun pourra apprendre et transmettre dans une dynamique de circulation perpétuelle des savoirs. C'est une communauté qui prend vie autour d'un certain nombre d'activités articulées. Donc déjà, des activités qui relèvent de l'ordre du diagnostic, de la compréhension du territoire, de ses besoins, mais aussi de ses ressources. Donc une cartographie des acteurs, des actions, des dispositifs qui sont en place, d'une veille qui permet de qualifier des pratiques innovantes, efficaces, et qu'on peut ainsi mettre en visibilité pour montrer aux acteurs qui rencontrent des besoins et aux structures qui ont besoin de faire évoluer leurs modèles et leurs pratiques qu'il y a d'autres manières de faire et qu'il y a des espaces de coopération. Et puis, c'est surtout un travail d'apprendre à se connaître, à se reconnaître. Ça implique que chaque individu, chaque acteur considère qu'il ne sait pas tout. C'est une véritable posture d'humilité qui nécessite de la confiance, a priori, pour se dire qu'on est capable d'être plus intelligent à plusieurs et aussi de renforcer notre impact. Et puis, c'est cette capacité à faire dialoguer des cultures professionnelles, des cultures philosophiques différentes qui ont des points communs, qui ont des convergences, mais qui ont aussi des différences. Et c'est bien de ces différences qu'on arrive à faire émerger des axes d'innovation, de faire autrement et qui permettent de faire ainsi évoluer des établissements scolaires aux côtés d'associations, aux côtés d'institutions publiques ou encore d'entreprises. C'est finalement ce premier niveau où on se pose la question de comment les solutions des uns peuvent venir répondre aux besoins des autres. Et puis, on a un deuxième objectif qui est de pouvoir soutenir et accompagner les expérimentations, l'évolution des pratiques et la diffusion des apprentissages qui sont liés. Comment cette intelligence collective, finalement, elle renforce l'impact des actions de chacun en matière de pertinence et en matière de performance. Comment est-ce qu'on place les individus, les bénéficiaires de ces actions d'apprentissage au cœur de nos dispositifs et au cœur de nos méthodes pour se poser la question de ce continuum d'apprentissage, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui va se passer après et comment on articule ces propositions pour faire émerger des alliances efficientes comme un levier qui permettent de faire évoluer des systèmes ankylosés qui ne sont plus suffisamment alignés ou capables d'agilité face aux enjeux de notre société. Donc concrètement, ce sont des programmes qui permettent de mobiliser les compétences des uns et des autres à partir du moment où on a pu les qualifier, de mobiliser les parties prenantes, de supporter l'accompagnement par la mobilisation de ressources techniques mais aussi financières et d'assurer la diffusion pour faire connaître les actions et pour construire des démarches de R&D sociétale qui sont ancrées sur le territoire et qui viennent en réponse aux besoins du plus grand nombre, à commencer par les publics les plus vulnérables. Techniquement et sans rentrer dans le détail, mais pour rendre ça possible, la Maison de l'Apprendre a créé son fonds d'innovation éducative, qui est un fonds de dotation qui nous permet de collecter du mécénat de façon, là aussi, collective, en vue d'une redistribution sous forme de bourses d'expérimentation. Et vous voyez dans cet écosystème qui est matérialisé par des bulles qu'on retrouve bien tous ceux qui participent. Alors, le territoire est très dense, très dynamique et évidemment, cette cartographie n'est absolument pas exhaustive et c'est un projet qui grandit en avançant, en se construisant. Néanmoins, on voit bien la présence des acteurs institutionnels à des échelles locales, à des échelles nationales, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs de l'éducation populaire, et puis des fédérations d'associations comme notamment des parents d'élèves, des associations d'étudiants qui peuvent se poser ces questions de leur rôle en tant qu'apprenants et en tant que transmetteurs sur le territoire. Notre impact, très rapidement, s'articule autour de 3 grands piliers. Déjà, un événement qu'on reproduit maintenant depuis 3 années, qui est le Festival de l'Apprendre, qui sert, en partenariat avec l'UNESCO, à mettre en lumière toutes ces actions, ces acteurs, ces dynamiques sur le thème d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et puis, une programmation continue, mensuelle, pour faire vivre cette communauté et pour créer les espaces de coopération possibles, de rencontres et de fertilisation qui sont nécessaires à l'émergence de solutions nouvelles.
nouvelles. Et puis ces parcours d'accompagnement où on va pouvoir mobiliser des structures, les accompagner et faire émerger des collectifs qui sont capables d'innovation sociale collective sur le territoire. Un exemple de réalisation, c'est un projet qui est parti des besoins du tissu associatif du territoire, des acteurs associatifs qui regrettaient leur isolement géographique, l'éparpillement sur le territoire, qui nous exprimaient aussi la difficulté de l'impact des coûts de l'immobilier pour leur loyer sur le territoire comme le nôtre, et qui finalement ne trouvaient pas de partenaires pour venir financer ces dépenses-là. Donc finalement, on est parti d'un premier projet de tiers-lieu, d'un coworking augmenté qui, par la mobilisation des acteurs publics, évolue vers la forme d'une fabrique de territoire. On a été lauréat de l'ANCT pour pouvoir déployer ce projet-là et imaginer comment, en contrepartie de mise à disposition d'espaces pour des associations, on profitait de leur présence sur un site pour avoir un véritable lieu totem qui permette de réfléchir ensemble aux grands enjeux auxquels nous participons tous un peu à adresser le problème, mais pour lequel on pourrait avoir un impact significatif si on était capable de s'allier, et s'allier évidemment au pouvoir public pour travailler sur cette notion de transformation du territoire et poursuivre cette documentation qui nous permet d'apprendre encore les uns les autres de nos expérimentations et de nos expériences. Voilà, je vous ai partagé les contacts ici. Si vous vouliez en savoir plus, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Angélique. Alors, vous venez de partager donc ce premier enjeu de la pédagogie de l'apprentissage. Écoutons à présent celui de la mobilisation des jeunes. Et je vais appeler Thierry Ferré à s'exprimer. Thierry est directeur du CRIJ Centre Val-de-Loire. Et vous allez finalement nous illustrer avec vos expériences comment mobiliser les jeunes au plus près des réalités de terrain, avec eux et non pas pour eux. Je mets le chrono. Bonjour à tous. Thierry Ferré, en effet, directeur du CRIJ. Merci au Ramon d'organiser ce webinaire et de m'avoir proposé de participer et d'échanger mon expérience. Et ce n'est qu'un échange d'expérience en toute humilité. Je vais être très concret, opérationnel, parce que pour parler des infolabs dont je vais vous parler, il faudrait beaucoup plus de temps et du coup j'ai une grosse pression par les organisateurs pour rester dans le chrono. Juste un élément de contexte, je ne vous représente pas le CRIJ ou les CRIJ, on a une mission d'action d'information en direction des jeunes et avec un enjeu d'accès aux droits des jeunes de nos territoires. Et donc, à ce titre, nous avons multiples services en développement dans toutes les régions de France. Je vais vous parler d'un des dispositifs qu'on a mis en place, donc qui s'appelle l'Infolab. L'enjeu étant que pour nous, l'accès au droit passe par l'information, évidemment, et de répondre à la demande des jeunes et de leurs familles. Et vous êtes tous... vous savez tous que beaucoup de jeunes et de familles ne pousseront pas les portes et ne cliqueront pas sur tous les portails numériques qu'on peut faire, même s'ils sont très beaux, très bien faits, très accessibles, pour plein de raisons. Je ne rentre pas dans les détails, mais sur un rapport à l'institution des fois compliqué, par une méconnaissance, par d'autres soucis, etc., etc. Donc, on a une première mission qui est de répondre à la demande, ce qui est déjà beaucoup de travail, et on a pris un axe stratégique très fort sur répondre aux besoins non exprimés, de pouvoir accompagner, informer des jeunes dans leur parcours sur toutes les thématiques qu'on couvre, donc sur le logement, la santé, l'orientation, la culture, l'Europe et l'international, et j'en oublie, et donc de mettre en place des stratégies qui permettent de faire réseau, de créer des lieux de vie, des lieux de rencontre qui soient des prétextes à la rencontre avec ces publics et nos équipes. L'un de ces prétextes, ça a été donc de développer, alors c'est la grande mode aujourd'hui, alors au départ beaucoup sur le développement économique, mais des tiers-lieux. Pourquoi des tiers-lieux? C'est que on a repris
des aspects d'éducation populaire, hein, on n'a rien inventé, et on trouvait que la dimension tiers-lieu, qui reprend des aspects, donc un tiers-lieu n'est pas un espace de coworking, on fait très attention à ça. Ce qui nous définit un tiers-lieu, c'est son aspect coopération, autogestion, participation, etc., etc. Et donc, on a développé, on a testé sur Orléans d'abord un premier infolab, donc un tiers-lieu en plein centre-ville d'Orléans, pour pouvoir accueillir des jeunes, alors de 16 à 30 ans, qui portent des initiatives, des projets, donc ça peut être des initiatives associatives, des initiatives de volontariat, des initiatives d'entrepreneuriat, pour pouvoir les accueillir et en tant que résidents et les soutenir et les accompagner dans leurs projets. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait grand-chose. C'est pas ça qui fait venir les jeunes, mais on a mis en place donc des règles qui permettent d'être un infolab. La première étant d'être dans un lieu valorisant. Nous, milieu associatif, nous avons souvent l'habitude d'avoir un peu des locaux parce que disponibles, mis par le bailleur en rez-de-chaussée d'immeuble, voilà, des locaux qui renvoient quelque chose un peu des fois contre-productif, en tout cas à notre goût, et donc un infolab doit être dans un lieu valorisant et qui du coup renvoie aussi une forme de sérieux, de reconnaissance sur les jeunes qu'on accueille. Donc on a un regard là-dessus assez fort sur que le lieu doit être un joli lieu de travail, d'engagement, etc. Le deuxième, c'est que ça doit être un lieu équipé numériquement, on en a parlé tout à l'heure dans les thématiques, avec du matériel de pointe que beaucoup de jeunes ne peuvent pas se payer, notamment pour développer leurs projets. Donc dans ces infolabs maintenant, les jeunes ont accès à du matériel un peu de pointe, numérique, d'informatique pour faire de la 3D, du média, de la vidéo, du son, etc., etc. La troisième règle, c'est qu'il doit être animé et accompagné par un professionnel de l'information jeunesse, c'est-à-dire qui a une expertise et une compétence dans l'accompagnement des jeunes, mais aussi dans leur accès au droit. Et puis une dernière règle qui est la plus compliquée, mais qui nous semble extrêmement importante, c'est un lieu autogéré, c'est-à-dire que le lieu est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les jeunes ont les clés pour pouvoir développer leur activité. La cinquième et dernière règle, c'est qu'il doit être porté par un consortium, enfin en tout cas des partenaires associés, privés et publics, donc qui viennent de structures publiques, de collectivités ou de structures de droit privé, de l'économie sociale et solidaire ou de l'économie classique. Pour aller vite, aujourd'hui, sur Orléans, l'Infolab, il y a 130 jeunes résidents, la majorité entre 18 et 25 ans. Un tiers porte des projets associatifs plutôt citoyens, donc on a des fédérations régionales de maisons des lycéens, par exemple, des jeunes du Rotact, des assos étudiantes, etc. Ou alors, un tiers, ce sont des assos plutôt artistiques et culturels. Et un autre tiers, ce sont des entrepreneurs, plutôt des entrepreneurs. Avec cette force de réseau, un exemple très concret, dans ce lieu, on a tous les influenceurs du coin, c'est-à-dire les youtubeurs, instagrammeurs qui sont là et qui ont eux-mêmes des réseaux de jeunes et qui sont du coup des réseaux importants pour nous dans notre mission d'aller vers ces jeunes et en plus qui ont un rôle, on l'a dit aussi tout à l'heure, de pair à pair dans cette approche d'information et de soutien à l'engagement. Un élément important, c'est que, ce que je disais, les partenaires associés sont des entreprises, pour beaucoup, qui en fait soutiennent l'Infolab financièrement. Une partie des financements permettent à ce que le service soit gratuit pour les jeunes, ils ont juste une adhésion et pas une cotisation, c'est-à-dire ils adhèrent à un projet. Une partie va sur le soutien à des expériences de jeunes. Je vous donne un exemple concret. L'un des derniers, c'est on a un partenaire qui est Keolis, donc transporteur public, qui finance du coup une partie de l'Infolab. Une partie des financements va au fonctionnement. Une autre partie va sur des projets à soutenir pour les jeunes et qui fait écho à des enjeux de l'entreprise elle-même. Donc, des résidents de l'Infolab ont travaillé sur la découverte des métiers en réalité virtuelle, puisque Keolis a des enjeux de recrutement
sur les métiers du transport et donc s'appuie sur les compétences des jeunes de l'Infolab pour pouvoir porter des projets, donc là des productions par exemple de réalité virtuelle. Ou alors, quand ils ont eu les bus électriques qui ont été développés sur Orléans, pour faire la présentation du bus, il y a eu un bus en 3D qui a été fait par les résidents de l'Infolab. Et l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des compétences de jeunes qui sont naissantes, à des jeunes qui ont plein de compétences, mais pas forcément de réseau, pas de carnet d'adresse, et qui ne pourraient pas accéder à ce genre d'expérience. Et pour l'entreprise, évidemment, c'est de pouvoir financer un lieu qui sert à soutenir l'engagement initiatif de jeunes. Juste pour finir, et puis si vous voulez plus d'infos, j'ai donné les docs qui seront mis sur le compte rendu. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne très bien, que ce soit sur l'écosystème ou sur la dimension pédagogique, donc ce qu'apprennent les jeunes, mais ce qu'on apprend nous aussi d'eux. Et ça, c'est un élément extrêmement important, puisque l'Infolab est dans un immeuble qui est au Crige, et donc et d'autres associations résidentes. On retrouve un peu le projet de tiers-lieu qui a été présenté avant. Et donc on vit avec eux au quotidien. Les professionnels vivent avec tous ces jeunes, et donc ça nous force aussi d'être un peu au taquet sur les réseaux, les cultures, les pratiques, etc. Et donc ça fonctionnait bien, et on a été soutenu via le FEDER pour développer un Infolab à Tours sur un peu les mêmes configurations en centre-ville de Tours, mais un Infolab aussi à Vierzon, en quartier politique de la ville, parce qu'on voulait le tester sur un quartier prioritaire, et enfin un Infolab à la ville du Blanc, dans le 36, donc plutôt en milieu très rural. Donc voilà. Donc je vois que j'ai déjà dépassé malgré mon chrono, mais je suis à disposition s'il y a toute question, remarques, etc. ou compléments, ou qu'on va débattre par la suite. Merci Thierry, et petit message donc pour rappel aux participants, n'hésitez pas à poser des questions sur le fil, à l'image de plusieurs personnes qui ont interrogé Angélique. Alors, après finalement donc la pédagogie de l'apprentissage et la mobilisation des jeunes, passons à présent à un autre regard, celui de l'investissement dans l'éducation. Pour en parler, on est ravi d'accueillir Karine Casca, qui est responsable éducation et insertion à la Fondation Total Énergie. Karine, est-ce que vous pourriez nous témoigner finalement comment investir dans l'éducation, du soutien aux initiatives associatives à l'invention de nouveaux dispositifs? Alors, c'est un vaste sujet, un sujet complexe, mais en 7 minutes, on va déjà commencer par vous proposer un panorama et puis un exemple d'expérimentation pour illustrer notre propos. Avant cela, merci beaucoup à l'équipe du Rameau pour nous donner l'opportunité d'avoir cette discussion aujourd'hui avec vous tous. Et merci aussi aux premiers intervenants. L'éducation occupe vraiment une place très très importante dans les actions qui sont portées par la Fondation Total Énergie avec ses partenaires. Donc, ce que je vous propose, tout d'abord, c'est quelques mots d'intro pour vous présenter la Fondation, les domaines dans lesquels elle intervient, puis je vais revenir plus en détail sur certaines de nos initiatives qui illustrent bien ces engagements-là, si ça vous convient. Donc, à l'origine, il y a une conviction qui est partagée ici très largement, je crois, qui est qu'il ne peut pas y avoir de développement durable sans des solutions efficaces qui permettent l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Et ça, c'est vraiment la raison qui fait que Total Énergie, au-delà de sa contribution économique, sociale, sociétale, prolonge son action par des initiatives d'intérêt général avec un fil conducteur qui est la jeunesse. Voilà, tout simplement parce que la jeunesse, c'est l'avenir de nos sociétés. Alors, notre fondation d'entreprise, ça fait déjà 30 ans qu'elle existe. Alors moi, je l'ai rejoint il y a assez peu de temps, donc je découvre avec admiration tout le chemin qui a pu être parcouru ces dernières années et le niveau de maturité qui a pu être développé en coopération avec beaucoup d'acteurs, dont le Rameau. Donc cette fondation, elle intervient dans les territoires d'ancrage de la compagnie avec ce fil conducteur qu'est la jeunesse, en particulier la plus vulnérable, et c'est important, dans 4 grands domaines prioritaires qui sont l'éducation et l'insertion, la sécurité routière, climat, littoraux et océans, et dialogue des cultures et patrimoine.
Alors aujourd'hui, globalement, nous sommes engagés avec plus de 100 associations partenaires, voilà, dont une cinquantaine, ne serait-ce que dans le domaine de l'éducation et de l'insertion. Donc, on a 3 grands principes qui guident notre action. Le premier, c'est agir ensemble. On croit très fermement à la force du collectif, à l'importance de travailler aux côtés d'autres acteurs publics ou privés. Et on est absolument convaincu que c'est la qualité de ces collaborations qui permettent de construire la pérennité des projets qu'on soutient. On a aussi enrôler nos collaborateurs puisqu'ils ont la possibilité de consacrer aujourd'hui jusqu'à 3 jours de travail pour soutenir des initiatives d'intérêt général. C'est un programme qui s'appelle Action, qui est déployé dans une centaine de pays aujourd'hui. Et enfin, on a voilà, un penchant pour l'innovation, on la recherche, on la pousse. On pense que c'est important de prendre des risques, voilà, et on a la capacité de le faire pour permettre voilà, d'amorcer des projets, de défricher des terrains, d'accompagner le développement et de démontrer aussi la viabilité. Voilà. Alors, si je zoome maintenant sur l'éducation et l'insertion, je ne vais pas me passer trop de temps sur le constat. Donc, vous savez qu'en France, on a aujourd'hui à peu près 16% des jeunes qui sont sans emploi. On a à peu près 100 000 jeunes en décrochage scolaire qui, chaque année, se retrouvent sans qualification et qui décrochent. Donc, la compagnie Total Énergie, bien sûr, c'est un acteur économique des territoires qui agit en recrutant et en formant beaucoup de jeunes partout où la compagnie est présente. Mais via la fondation, nous avons fait le choix d'agir tout au long de la chaîne éducative auprès des jeunes en situation de fragilité sociale et en ciblant de préférence, on va dire, les jeunes entre 12 à 25 ans. Voilà. Et donc, on intervient avec trois leviers. L'accompagnement et l'orientation pour voilà, aider à ouvrir le champ des possibles, pour développer les potentiels. La formation à proprement parler avec voilà, le développement de solutions alternatives, innovantes, parce qu'on est aussi convaincu qu'il n'y a pas qu'une voie pour réussir. Et enfin, l'insertion pour faciliter l'accès au monde du travail. Alors, comment agissons-nous? Alors, on soutient des acteurs associatifs de terrain. Donc, je vous disais sur mon périmètre éducation-insertion, une cinquantaine. Et on collabore aussi avec des acteurs éducatifs, bien sûr, toujours sur le terrain. Donc, on fonctionne depuis quelques années essentiellement par appel à partenaires pour voilà, identifier et choisir voilà, les nouveaux partenariats que nous lions. On a comme bonne pratique, je pense, d'avoir un accompagnement financier qui est d'une durée relativement longue, puisqu'il est en moyenne de 3 ans. Et on a aussi une préférence, on va dire, pour privilégier les projets pour lesquels notre support va vraiment permettre de passer à une étape importante, que ce soit du changement d'échelle, que ce soit de l'essaimage sur de nouveaux territoires, et permettre à l'association et au projet de passer un cap structurant. Donc là, derrière, il y a évidemment la recherche d'impact. Notre accompagnement, il prend différentes formes. On a dans l'équipe trois responsables de portefeuille qui, au quotidien, assurent la liaison avec les associations qui répondent à leurs requêtes, leurs questions et qui aussi ont un rôle pour organiser, mettre en relation, transmettre des informations utiles. On est aussi amené à proposer des prestations de conseil ou d'accompagnement sur voilà, des problématiques très opérationnelles. Par exemple, une problématique d'outils digitaux qu'il faut développer, imaginer, déployer. Un besoin ponctuel d'accompagnement pour avoir un conseil en stratégie de développement. Voilà, ce genre de choses sont des choses qu'on propose à nos partenaires. Et puis aussi, et surtout, on ouvre nos portes, on ouvre notre réseau, notre carnet d'adresses très largement, puisque comme on a la chance d'avoir un ancrage territorial très large, c'est aussi quelque chose qu'on a à cœur de partager avec les uns et les autres.
Et puis enfin, on innove en tant qu'opérateur. Alors, je vous en parlerai juste après, plus précisément au travers de l'exemple du campus de l'Industrie. Mais nous créons et nous soutenons des dispositifs de formation qui mettent en œuvre des pédagogies qui sont innovantes ou qui sont alternatives. On partage aussi très largement notre savoir-faire en mettant notre expérience à la disposition des autres. Tout est en open source, hein, typiquement sur ce que je vous expliquerai après sur l'Industrie. Et puis aussi, on essaye de construire des passerelles avec, par exemple, le monde de l'éducation, où on peut être amené à détacher des cadres expérimentés pour accompagner, apporter leur expertise dans le développement de projets pédagogiques, enfin, voilà, ce genre de choses. Et puis enfin, on soutient des plaidoyers pour faire évoluer les politiques publiques, mais c'est plus rare. Alors, l'Industrie, c'est vraiment une belle illustration, je pense, du rôle de catalyseur territorial qu'a pu jouer la Fondation avec l'ensemble des parties prenantes et des partenaires et des jeunes. Donc, c'est un campus qui a vu le jour fin 2020, donc c'est encore une expérience qui est assez récente. On est en plein développement. On a choisi d'implanter ce campus aux portes de Paris, en Seine-Saint-Denis, donc dans la ville de Stein. Et ce projet, il est né d'une réflexion qui avait été menée autour des métiers en tension, où on s'était concerté avec des acteurs de l'insertion, de l'emploi, de la formation, les branches professionnelles, et pour aboutir finalement à quelque chose d'assez original, où, sous un financement complet par la Fondation, on offre une scolarité qui, elle, est complètement gratuite à l'ensemble des jeunes qui rejoignent le campus, qui accueille donc des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas trouvé leur place dans le système traditionnel. C'est-à-dire qu'on va aussi considérer que la motivation, c'est quelque part le premier critère qu'on va prioriser pour venir rejoindre le campus. Pas de prérequis de diplôme, avec ou sans qualification. Donc ces formations, ce qui est important, c'est qu'elles reposent sur une pédagogie du faire pour apprendre. C'est-à-dire qu'on est vraiment confronté à des problématiques réelles qui sont rencontrées dans la vie professionnelle sur ces métiers qui ont été identifiés. Et donc, ça permet à ces jeunes de développer, certes, des savoir-faire techniques, hein, puisqu'ils apprennent des métiers pour lesquels, derrière, il y a un emploi à la clé et qui est en recherche, et avec l'assurance que derrière, ils vont trouver un job. Donc, ils apprennent ces savoir-faire, ils ont l'opportunité de se tromper, de refaire, c'est pas grave. Et puis aussi, ils acquièrent des savoir-être, et ça, c'est très important parce qu'il y a toute une partie de l'encadrement de la pédagogie qui tourne autour de ça, pour travailler à leur permettre de gagner confiance en eux, de découvrir d'autres environnements, de s'ouvrir à la culture, de travailler sur tous ces aspects qui font qu'in fine, ce jeune, il va être à l'aise dans la vie sociale et répondre à un besoin de nos industries. Donc aujourd'hui, on a à peu près 200 jeunes qui sont présents sur notre site. On en a une quarantaine qui sont certifiés. La promesse est tenue parce qu'on en a une très très large partie qui, à la sortie, donc trouve un emploi, et une autre portion qui, elle, décide de poursuivre les études. Donc ça aussi, c'est un aboutissement intéressant. Donc comme je vous disais, on est un peu au milieu du gué parce qu'on vise à terme la capacité d'accueil de 400 jeunes. On est en train de construire un bâtiment pour pouvoir les héberger à proximité du campus, et de manière comme ça à pouvoir les faire venir aussi de toute la France. Donc c'est une expérimentation qui demande pas mal de moyens, beaucoup d'énergie. On a un directeur qui est intarissable, et si vous souhaitez échanger avec lui, je suis certaine qu'il le fera avec beaucoup de plaisir et de force. Et voilà, je pense que c'est un des exemples. Il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci est quand même assez phare dans notre dispositif aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci Karine pour votre témoignage, donc qui
vient compléter avec le regard de l'investisseur sociétal celui de la pédagogie de l'apprentissage, puis finalement de la mobilisation des jeunes. Et à présent, on va se pencher sur l'enjeu du numérique qui a été clairement posé en amont par Charles Benoît avec Laurent Lescure. On a le plaisir de vous accueillir. Vous êtes président cofondateur de WeDo. Et vous allez finalement nous partager, nous apporter un éclairage sur cette question. Comment le numérique peut-il être au service de l'épanouissement et de l'accomplissement des jeunes? Merci Yann pour cette transition, merci au Rameau, merci à tout le monde. Les 4 présentations d'avant, j'ai envie de venir bosser chez vous puisque tous les sujets qu'on a là sont des sujets qui sont tout à fait transversaux avec tout ce qui a été évoqué. En tout cas, merci de vos témoignages. Il y a les mots évidemment d'éducation, les mots d'engagement, tout ce vocabulaire qui sont vraiment le cœur de nos sujets, prend tout son sens, en tout cas dans la mission qu'on s'est donnée. Nous, la mission de WeDo, c'est une mission qui est extrêmement simple, c'est de mettre le maximum de jeunes en projet. Voilà, c'est ça notre job, c'est de créer les conditions pour mettre le maximum de jeunes en projet. Ça peut être des projets pro, des projets perso, des projets scolaires, des projets individuels, collectifs, solidaires, humanitaires, climatiques. Quelle que soit la thématique du projet, tu as un projet, tu as entre 13 et 30 ans, tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien, tu vas pouvoir utiliser la ressource que pourront mettre à ta disposition les différents acteurs. Donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le sujet dans lequel nous sommes, c'est celui de l'engagement, c'est celui du projet, c'est la petite introduction que je viens de vous faire. Alors, je passe rapidement. Qui nous sommes? Alors, on est un dispositif d'utilité publique. Ça, on a reçu un PIA en 2015 et on a été qualifié comme étant un dispositif d'utilité publique. On est une structure de l'ESS. On a des financements. On a reçu des financements importants de la Caisse des dépôts et de l'Éducation nationale pour pouvoir déployer notre solution. On est labellisé par un certain nombre de labels. Vous connaissez dans tous les labels de l'EdTech, les technologies de l'éducation, la French Tech, le French Impact. Bien évidemment, la Banque des territoires qui nous accompagne aussi dans un certain nombre de dispositifs. Le Rameau, aujourd'hui, et avec le prix que nous avons reçu, on est sur les serveurs de l'éducation nationale et on est accompagné aussi par l'Assemblée des départements de France pour pouvoir se déployer dans les territoires. Et on active une des communautés. Aujourd'hui, le chiffre a un peu changé. On a plus de 70 000 jeunes aujourd'hui qui sont accompagnés et soutenus par plus de 300 acteurs et ressources pour pouvoir les accompagner. Donc, tout ce que vous avez évoqué avant, les écosystèmes, les dynamiques, tous ces éléments-là font évidemment écho avec ce que l'on fait avec une solution numérique. Alors, le job, la mission de WeDo, j'évoquais juste en introduction. Yann, merci de me rappeler à l'ordre si mon bavardage devenait trop long. Coupe-moi l'électricité. Notre job, c'est donc de mettre à disposition des acteurs publics et privés dans l'éducation, les établissements scolaires et supérieurs, des territoires, les collectivités territoriales, les caisses d'allocation familiale, etc. Et des filières, c'est les entreprises, les chambres de métiers d'artisanat, quels que soient tous les acteurs qui sont concernés. Et on leur met à disposition des ressources numériques pour pouvoir engager le maximum de jeunes de 13 à 30 ans à lancer des projets. Voilà. Le sujet, c'est ça, c'est créer les conditions, grâce au numérique, de pouvoir amplifier le levier de l'engagement des jeunes dans les territoires, dans les assos, etc. L'objectif qui nous est assigné et la raison pour laquelle on a accepté de pouvoir parler en fait dans le cadre de ce témoignage, c'est que jusque pendant 6 ans, nous avons fait de l'expérimentation sur le terrain pour s'assurer de la pertinence de la solution, d'apporter des bonnes solutions aux acteurs jeunesse, d'apporter des bonnes solutions aux caisses d'allocation familiale, d'apporter des bonnes solutions aux établissements scolaires, aux enseignants. Et maintenant, la Banque des territoires nous a demandé de faire le passage à l'échelle. La raison pour laquelle il est important de mettre un jeune en projet, c'est parce qu'un jeune en projet est un citoyen en puissance. C'est le cœur, c'est le moteur, c'est la raison pour laquelle on a lancé ce dispositif-là. Un jeune en projet est un citoyen en puissance. Et c'est un citoyen en puissance parce que quand on met un jeune en projet, on lui permet d'activer 3 leviers qui sont absolument décisifs à son engagement. Le premier qui est déterminant, et dans tous les témoignages qu'on a eus là, sur
la maison de l'apprentissage, l'envie de faire des choses, le CRIGE avec tous les dispositifs qu'ils mettent à disposition des jeunes, le témoignage de Karine, tous ces sujets-là, premier sujet, allumer la petite lumière qui nous anime chacun d'entre nous. Pourquoi je me lève le matin et pourquoi je trouve l'énergie pour me lever le matin. Le projet est assez fantastique là-dessus. Projet pro, perso, individuel, collectif, scolaire, quel que soit le projet, ça allume la petite lumière qui nous anime. Le deuxième, c'est que ça nous rend acteurs. Et le troisième, c'est en étant visible, si je commence quand je fais un projet, je me rends visible et je peux formuler mes besoins. De quoi ai-je besoin pour avancer? Et aujourd'hui, le numérique est une superbe opportunité, vraiment une superbe opportunité qui est donnée pour pouvoir accompagner beaucoup plus de jeunes à se mettre en projet. Ça permet de mobiliser beaucoup plus de jeunes à s'engager, puisqu'on va voir que dans le cadre des ressources qu'on met à disposition, on met en place des campagnes pour mobiliser le maximum de jeunes à s'engager. Et puis, on peut les mettre en relation, une fois qu'ils sont visibles et qu'ils ont présenté leur projet, on peut les mettre en relation avec les politiques, les acteurs et les ressources jeunesse sur les territoires qui sont valorisés à les soutenir. Donc, on ne réinvente rien, on va y revenir tout à l'heure. L'idée, c'est de mettre à disposition des jeunes les ressources qui existent, donc de les renvoyer, on l'évoquait avec le CRIGE, d'aller leur dire, tiens, il y a le CRIGE à côté de chez toi qui fait des choses, il y a telle association qui fait ça, il y a telle entreprise qui pourrait t'accompagner, et t'apporter 5 types de soutien. Le premier, c'est l'encouragement. Ne serait-ce que d'avoir le logo d'un département sur son projet. Moi, département du Vaucluse, je viens soutenir ton projet, je ne sais pas encore trop comment je peux t'aider, mais c'est vachement bien ton projet. Ça donne une énorme banane, une énorme énergie pour pouvoir avancer. Donc, premier, on apporte des soutiens. Les partenaires, tous les acteurs qui sont là peuvent apporter des conseils, des contacts, du matériel ou du financement. Tous ces leviers-là sont possibles sur WeDo. Pour avancer, on ne m'a pas encore coupé la parole, donc je vais continuer sur cette présentation-là. Nous, on lance des campagnes de mobilisation. On lance des campagnes de mobilisation pour mobiliser les collectivités territoriales à mettre en place des campagnes de mobilisation des collégiens, des lycéens, des jeunes en insertion, est absolument déterminant. On a travaillé avec le ministère de l'Emploi pour essayer de réfléchir comment un jeune qui rentre en insertion pourrait, avant de rentrer en insertion, rentrer en phase insertion-projet. Tu ne sais pas exactement qui tu es, tu ne sais pas quelles sont tes qualités, tu as du mal à savoir, et la raison pour laquelle tu es en insertion, c'est que tu ne te connais pas bien. On va te donner les conditions, tu lances un projet sur quelque nature que ce soit, et puis tu vas apprendre à te découvrir. Et là, tu as 3 mois pour lancer un projet, on va t'accompagner pour le faire réaliser. Donc, on va bien évidemment s'appuyer sur les missions locales, on va s'appuyer sur tous ces acteurs-là pour pouvoir accompagner un jeune. Donc, on lance des campagnes une grosse campagne qui s'appelle Projet Jeune Territoire de Réussite pour pouvoir mobiliser les collégiens, les jeunes en insertion, les jeunes en territoire ruraux et QPV à lancer des projets. On a aussi un gros dispositif qui s'appelle le tremplin des projets, et tout particulièrement le tremplin des chefs-d'œuvre. C'est une campagne de mobilisation des jeunes dans la voie professionnelle pour lancer des projets qui s'appellent le chef-d'œuvre, puisque les élèves, dans le cadre de leur formation CAP et Bac Pro, doivent faire un projet sur 2 ans. On a développé des fonctionnalités pour l'éducation nationale pour pouvoir accompagner ces jeunes, leur permettre de construire leur projet et d'avoir un usage avisé et responsable du numérique, rendre visible leur projet et trouver des soutiens dans leur filière métier pour pouvoir les faire avancer. Donc, je fais un CAP de carrelage, j'ai intérêt à montrer le chef-d'œuvre que je fais, j'ai intérêt à me connecter avec les acteurs sur mon territoire qui ont intérêt à m'aider, que ce soit un artisan, que ce soit un fabricant de carrelage, que ce soit une chambre de métier et de l'artisanat, quels que soient les acteurs. Et ça me permettra non seulement de mieux réussir mon diplôme de CAP, mais en plus de pouvoir améliorer mon employabilité. Et puis après, on lance des campagnes. Projet 2024, c'est une campagne de mobilisation autour du sport et des valeurs de l'olympisme. On vient de lancer, et je vous mettrai un lien si vous le souhaitez, une campagne qui s'appelle Projet Planète pour mobiliser tous les acteurs, collectivités, entreprises, assos, etc., qui ont engagé des programmes en faveur de la planète pour pouvoir mobiliser des jeunes à se lancer sur ces sujets-là. On est bien évidemment sur les ODD, on est bien évidemment sur toutes ces thématiques-là. Concrètement, un projet, à quoi ça ressemble? Je vous inviterai d'aller sur WeDo, mais dans le temps qui nous est imparti, on a fait une petite slide. Un projet, c'est une méthodologie qui est simple comme bonjour, qui est je m'appelle Damien, je lance un projet, voilà c'est quoi mon projet, qui je suis,
c'est le QQ au QCP, hein. Où est-ce que je le fais, quand est-ce que je veux le faire, comment je veux le faire, combien ça coûte et pourquoi est-ce que j'ai fait ce projet-là. Donc, on aide, on structure, on accompagne, on modère ce projet-là pour que le jeune puisse le lancer. Comme vous le voyez sur le projet qui est là, ça, c'est un projet qui a été lancé avec un appel à projet qui a été lancé par une CAF. Ça peut être un appel à projet qui est lancé par un CRIJ, ça peut être un appel à projet qui est lancé par une asso, par une collectivité territoriale, par qui que vous voulez. Chacun peut lancer un appel à projet sur une thématique. Là, la CAF du Tarn lance un appel à projet pour que les jeunes se mettent en mouvement. Cette jeune femme qui lance ce projet-là, c'est un projet de lancer une expo photo. Voilà, ben elle a lancé son expo photo et la CAF lui a apporté non seulement du financement parce que c'est son job, mais lui a aussi apporté la mise en relation avec des acteurs locaux pour lui trouver une salle pour faire son exposition. C'est aussi simple que ça. Le sujet n'était pas vraiment un sujet de financement, puisque je crois que le projet avait besoin de quelques centaines d'euros, quelques dizaines d'euros. Le sujet était surtout de montrer aux jeunes qu'il avait la capacité de lancer son projet, de le rendre visible et de pouvoir faire son expo parce qu'il avait formulé ses besoins. Un point absolument déterminant dans ce dispositif-là, on évoquait 1, mobiliser les jeunes avec des campagnes, 2, leur mettre une ressource numérique pour pouvoir construire ce projet-là. Et puis le troisième, c'est un outil numérique de mise en relation. Parce que le principe de WeDo, c'est surtout pas de garder le jeune, c'est le renvoyer vers la CAF, c'est le renvoyer vers l'entreprise, c'est le renvoyer vers l'université, c'est le renvoyer vers les services jeunesse, on l'évoquait, les CRIJ, les BIJ, le renvoyer vers un jeune une solution, vers Pass Culture. En fait, l'idée, c'est de lui montrer, avec un outil numérique et un outil de matching qui me permet une puissance énorme, c'est de pouvoir automatiquement le mettre en relation avec les ressources qui peuvent lui apporter pour l'aider. Donc, on ne réinvente rien, on utilise simplement tout ce qui existe. Et puis, bien évidemment, on a une force, parce qu'on est une ressource digitale, on a une capacité à avoir des leviers pour pouvoir donner un peu de puissance à la réalisation des projets du jeune en utilisant le numérique. Je vois Yann qui est en train de me dire « c'est bientôt terminé ». J'ai terminé la présentation, donc c'est parfait. J'espère que j'ai été clair dans ce petit… Voilà, merci à tous. Merci Laurent pour cette intervention. Donc, n'hésitez pas au niveau du public à poser des questions dans le fil questions si vous le souhaitez. Alors, on vient d'entendre finalement successivement 4 grands témoignages. Si je résume, on a vu les coopération numérique avec Laurent, avec WeDo, l'implication des jeunes avec Thierry pour le CRIJ Centre Val-de-Loire, l'investissement sociétal avec Karine pour la Fondation Total Énergie et l'apprentissage et sa pédagogie avec Angélique pour la Maison de l'Apprendre, après l'exposé de Charles Benoît sur la recherche empirique. Donc on se retrouve maintenant à ce temps un peu finalement de rapprochement, de croisement de regard et de vision de chacun par rapport à vos projets et vos actions respectives. Comment finalement passer des actions qui sont déjà remarquables de chacun à encore davantage d'interaction entre tous? Alors peut-être pour ouvrir, Charles Benoît, si vous souhaitez nous partager un mot. Oui, juste un mot, parce que d'abord, merci à chacun et on voit bien finalement la forme de continuum qu'on peut trouver à travers ces différentes interactions, et on voit bien que finalement la question, elle est comment est-ce qu'on peut passer d'une capacité de chacun à répondre à un bout des besoins à une capacité collective à répondre à l'ensemble des besoins, avec un élément qui nous est cher et qui a été plusieurs fois évoqué, c'est-à-dire la capacité aussi à le faire sur tous les territoires, dans la diversité de nos territoires. Et je pense que cette question, elle est d'autant plus pertinente parce que cette question de l'équilibre de la maison, finalement, elle se trouve à la fois pour chacun d'entre nous et puis collectivement sur un territoire. Et l'équilibre de la maison en question d'éducation n'est sans doute pas la même en plein cœur de Paris, à Lille, Marseille, Langres ou Bressuire. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est finalement si on reprend les 3 leviers des modèles socio-économiques, les richesses humaines mobilisées pour agir avec les jeunes, avec l'ensemble des acteurs sur les questions d'éducation, la question des ressources financières, qu'elles soient publiques ou privées, et la question des alliances, qu'elles soient locales, régionales, nationales, internationales. Comment, finalement,
chacun d'entre nous peut passer de son action à une capacité d'interagir avec les autres. Et peut-être j'ai envie de faire, comme pour chacun des webinaires précédents, quelle est peut-être l'idée ou le besoin que chacun d'entre vous perçoit pour pouvoir dépasser son action et dire qu'est-ce qu'on pourrait faire entre tous? Qu'est-ce qui finalement justifie que je ne suis pas suffisant, parce que les CRIJ font un remarquable travail, les investisseurs sociétaux comme Total Energy font un remarquable travail, WeDo et les plateformes numériques font un remarquable travail. Qu'est-ce que pour chacun d'entre vous, vous dites pour pouvoir interagir entre tous? Voilà peut-être l'idée, une idée, qui serait intéressant de creuser ensemble pour aller plus loin. Qui veut réagir en premier? Ça, c'est la question. La balle est dans votre camp, mesdames et messieurs les intervenants. Je vais attraper la balle au vol. Le gros travail que nous avons à faire, nous tous acteurs dedans, c'est de ne pas travailler en silo, en fait. On a une difficulté dans nos organisations. Je dis dans nos organisations, le principe de la plateforme numérique est par définition ouvert. En fait, on a, quand on travaille aujourd'hui avec les établissements scolaires, avec les assos, on a un mode qui est naturellement un mode qui a une orientation qui est assez silo. Et la culture du partenariat est assez compliquée à gérer, parce que c'est très difficile de tenir une asso, de tenir un établissement, de tenir une communauté d'élèves, etc. Et donc, l'idée d'ouvrir ces systèmes-là, parfois, c'est une interférence qui rentre dedans. Et je pense que ça rend parfois un peu plus compliqué l'idée du faire en commun. Voilà. C'est chacun d'entre nous, chacune des idées qu'on a eues là, qui vient nous enrichir pour pouvoir améliorer nos modèles, faire avancer nos idées. C'est une nouvelle interaction dedans. Il y a une formule de Jean-Paul Delevoye sur l'innovation sociale qui expliquait une chose, et qu'il a dit lors d'un séminaire que vous aviez fait, qui est: l'innovation sociale est un risque beaucoup plus faible que le statu quo. Mais l'idée, c'est que c'est quand même quelque chose de nouveau. Il faut qu'on apprenne à faire ensemble. Il faut qu'on ouvre nos chakras pour qu'on apprenne à faire ensemble. Et je pense que c'est un des sujets à aborder. Merci beaucoup, parce que je crois qu'en ce 7e anniversaire de la signature des objectifs de développement durable, c'est bien tout l'enjeu de l'ODD 17. Et je crois que si les pays du Sud ont exigé des pays du Nord que ce soit au rang d'objectif, je rappelle que ça a été écrit dans une nuit pour pouvoir répondre à cette logique-là. Certains d'ailleurs n'y ont vu qu'un fourre-tout institutionnel, d'autres au contraire une nouvelle philosophie de l'action. Je crois qu'effectivement, en tous les cas, nous, depuis 16 ans sur nos travaux de recherche empirique, c'est complexe de faire alliance. En 16 ans, on est passé du terme de co-construction, qui était un barbarisme, comme le disait Jean d'Ormesson en 2006, à aujourd'hui un mot utilisé par tout le monde, mais dans les faits, faire alliance est difficile. Et je crois que si l'objectif 17 de l'agenda 2030 s'est donné 15 ans pour réussir ce challenge, c'est bien parce que ce que vous décrivez, et on le vit vraiment au quotidien, sortir des silos n'est pas si facile que ça. Et ça s'apprend aussi. C'est une vraie logique d'apprentissage à faire ensemble. Merci. Est-ce que l'une d'entre vous ou Thierry voulait prendre la suite pour donner votre idée? Moi, je garde le mien pour la fin, mais vous verrez, j'ai bien inscrit. Je vais bien compléter, merci. Je crois qu'autour du sujet qui nous réunit, c'est-à-dire aujourd'hui l'éducation, on est déjà en situation de faire avec d'autres, par essence. C'est-à-dire que l'acte de transmettre nous confronte à des bénéficiaires, nous confronte à des partenaires financiers ou des partenaires opérateurs. Et la question qui peut peut-être être intéressante de se poser, c'est comment on travaille de manière plus stratégique, comment on réfléchit finalement à l'effort, à l'énergie, le temps
qu'on peut passer sur ces dynamiques d'alliance pour qu'elles aient le plus de sens, le plus de pertinence par rapport à nos besoins ou aux besoins de nos bénéficiaires et comment on renforce notre impact. Ce qu'on disait en tout début de propos, c'est qu'effectivement aujourd'hui, on est dans une situation où la société évolue beaucoup plus vite que les instances officielles, les institutions où on apprend, et je pense notamment à l'école, et sans jeter l'opprobre sur cette situation. Et c'est finalement par une réflexion plus stratégique sur les liens qu'on a envie de renforcer, les relations, donc les espaces de coopération qu'on a envie de nourrir, qu'on va pouvoir faire ce choix d'y consacrer du temps. L'animation de la communauté, c'était une des questions qui était posée dans le chat par Denis Pensu. C'est effectivement à la Maison de l'Apprendre quelque chose sur lequel on a choisi d'investir du temps qui n'était pas financé au départ et qui reste encore aujourd'hui quelque chose de compliqué à financer. Néanmoins, c'est le cœur du réacteur. C'est-à-dire que sans la vie, la confiance, l'interconnaissance développée au sein de cette communauté, on n'est plus en prise avec les besoins de manière réactive du territoire, des opérateurs sur le territoire, et on n'est pas non plus connecté aux ressources et aux opportunités qu'il peut y avoir au sein de cette communauté. Donc finalement, c'est des temps qui sont coûteux au départ. Pour des enseignants, par exemple, ça veut dire qu'on réfléchit une programmation qui soit en dehors des temps où ils sont en classe, nécessairement, mais pour leur permettre de vivre cette expérience et pour qu'ils puissent mesurer ce que ça produit pour eux en termes de gain de temps, finalement à moyen ou à plus long terme. Et c'est vraiment là tout l'enjeu, de pouvoir créer des espaces, des temps et des conditions favorables à ces rencontres qui donnent envie de nourrir la relation, de nourrir les partenariats et finalement de nourrir ces alliances territoriales. Merci beaucoup Angélique, parce que en quelques mots, vous résumez tout le sens de la mission ministérielle que j'ai eu le plaisir de copiloter avec la députée Katia Racambozon durant 2 ans et demi. Vous soulignez pour moi 3 éléments qui sont essentiels. C'est d'abord comprendre que ça existe déjà et qu'on le fait déjà. Je crois que la coopération, elle existe en fait. Elle n'est pas valorisée en tant que telle parce que culturellement parlant, on ne la met pas en valeur, mais elle existe, et donc de montrer qu'elle existe déjà, quels que soient d'ailleurs ces niveaux de coopération. Tout le monde n'a pas besoin de créer des grandes coopérations très visibles, etc. Cette valorisation de l'existant, je crois que c'est vraiment très important. Et d'ailleurs, nous on le voit très bien dans nos travaux de recherche, que ce soit ce qu'on appelle les PMO ou les PMT, hein, les petits et moyennes organisations et les petits et moyens territoires, sont déjà en coopération sans le savoir, et ils ont plein de choses à apprendre à ceux qui sont peut-être un peu plus gros et qui ont moins besoin de coopérer. Donc cette réalité de la coopération que vous évoquez dès le départ, je pense qu'effectivement, montrons que c'est un pas qui est déjà en partie franchi. Le deuxième élément que vous soulignez, qui pour moi est très important, c'est comment est-ce que, quand on prend conscience qu'on fait déjà, on va plus loin dans une capacité stratégique à le porter. Et vous évoquez un sujet qui nous est cher, là aussi, c'est cette question de finalement une prime à l'alliance. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on valorise, y compris dans nos modèles socio-économiques, le fait que faire alliance, ça prend du temps, c'est un investissement, et que sans doute, il y a ceux qui font cet investissement-là et doivent être finalement valorisés dans cet effort qu'ils font. On l'a vu au moment de la Covid, ceux qui ont pu réagir le plus rapidement possible étaient ceux qui étaient déjà en interconnexion avec d'autres. Et ça, c'est un élément très important. Et puis le troisième point que vous évoquez et qui résonne vraiment très très fortement là aussi avec nos travaux, c'est finalement comment est-ce que cette animation de la communauté, on l'écoute, cette ingénierie de l'alliance, on lui donne aussi des moyens de pouvoir justement accompagner chacun dans cette dimension-là. Et là, finalement, ce qui est très intéressant dans vos témoignages respectifs, c'est qu'on voit bien l'articulation qui est aussi sans doute à inventer, avec à la fois des outils numériques qui ont une potentialité de résonance énorme et une nécessaire proximité au plus près des réalités des uns et des autres pour pouvoir finalement agir ensemble. Et ces deux démarches ne s'opposent pas, mais au contraire, elles s'articulent comme les deux pièces d'une même face. Donc je retiens vraiment valoriser aussi ce qui existe et partir de là pour ne pas mettre la marche trop haute. Deuxième point, en faire un élément stratégique, et sans doute ça nous pose des questions sur la valeur économique de cette alliance, comment on la reconnaît et comment on investit dedans.
Et puis, troisième point, comment on investit dans celles et ceux qui accompagnent, qui animent ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que, aux côtés des catalyseurs territoriaux, les 350 catalyseurs territoriaux qui sont animés dans le réseau éponyme, se lance une expérimentation lancée par la Fondation des territoires sur les chefs de projet innovation territoriale, comment on aide les collectivités territoriales de petite et moyenne taille, finalement, à monter en puissance sur ce sujet-là et valoriser ce qu'elles font déjà, parce que là encore, ce n'est pas une nouveauté, c'est vraiment quelque chose dont on a à prendre conscience, qui existe et qu'on doit valoriser. Merci beaucoup pour ce deuxième témoignage. Il nous reste 2 à choisir. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Thierry, Karine, qui veut prendre la parole? Je peux intervenir sur ce sujet de stratégie. Oui, il y a des coopérations qui se font naturellement en proximité. Là, on l'a dit, avec des fois des organisations qui se font avec des stratégies d'animation de réseau. On en parlait dans le chat. Je pense que, en fait, ce qui est très perturbant, c'est qu'on s'est ouvert de plus en plus, et c'est une bonne chose, à des initiatives plutôt citoyennes et privées. C'est-à-dire, je prends l'exemple des tiers-lieux, j'en parlais tout à l'heure. On a eu une agora régionale des tiers-lieux la semaine dernière avec des élus et des techniciens. Le sujet est venu très vite sur comment on coïncide des initiatives qui sont d'ordre privé, une association qui porte un tiers-lieu, des citoyens qui se rassemblent, qui organisent quelque chose autour d'une thématique de développement durable, du soutien à l'artisanat, de l'éducation, de tout ce qu'on veut, qui du coup peuvent travailler des structures économiques, mais qui ont aussi besoin des collectivités pour être soutenues, et garantir que cette action-là s'inscrit dans l'intérêt général dont est garant les pouvoirs publics. Et donc, vous voyez que là-dessus, il peut avoir, on a eu des débats un peu houleux entre des initiatives privées qui ont toute la légitimité d'être portées et cette articulation et cette responsabilité qui, pour moi, ont les collectivités, puisqu'ils ont la légitimité démocratique pour l'avoir, de garantir cette cohérence, cette participation, etc. Donc, il y a évidemment, comme on le dit tous, l'enjeu de partenariat, de coopération, de tout ce qu'on veut qui viennent des acteurs comme des structures associatives comme les nôtres, mais il y a quand même un enjeu extrêmement fort et pour moi indispensable qui est sur les collectivités. Et là, on arrive à un sujet sur les compétences des collectivités. Je ne parle pas que des compétences dites institutionnelles, je parle des compétences techniques, politiques, etc., pour porter ces enjeux-là qui sont vite extrêmement complexes. Et donc voilà, ça c'était mon premier exemple. Et le deuxième, sur les questions évidemment de coopération, etc., on avait parlé, je crois, la dernière fois, sur cette relation entre secteur économique et secteur public, associatif, etc. Et qui, du coup, il ne faut pas se le cacher, ont des enjeux qui peuvent être différents, une interculturalité forte. Et l'interculturalité, ça s'accompagne. Nous avons des modes de travail différents, nous avons des cultures différentes, nous avons des enjeux différents, c'est ce qui fait le partenariat. C'est-à-dire que nous avons des enjeux qui peuvent être différents, on se retrouve sur des actions communes. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir être exigeant dans cette ingénierie et être exigeant dans cette technicité qui est souvent, hélas, oubliée. Charles Benoît, vous en parlez, parce que, évidemment, tout ça, ça a un coût, etc. Et d'ailleurs, on le voit ressortir dans les exemples qui ont été partagés au début. Je prends l'exemple de la Maison de l'Apprendre qui travaille sur un projet qui rassemble des associations autour d'un bâtiment parce qu'il y a un enjeu économique, partenarial et de dynamique et d'émulation, j'imagine, derrière. On a de multiples exemples comme ça qui ont été faits parce que, j'allais dire, des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et on a été un peu au pied du mur sur un environnement économique qui est très tendu, qui est très compliqué, qui demande à être inventif. Donc ça, c'est la partie qui est intéressante parce que ça force aussi de se réinterroger sur ce qu'on est, comment on s'organise, etc. Et c'est bien de se regarder avant d'aller regarder les autres. Et en même temps, tout ça doit quand même s'accompagner et se soutenir
parce que l'environnement est quand même et social, et économique, et environnemental, quand même extrêmement complexe. Et qu'à un moment donné, la coopération, elle passe aussi parce que on a des choses un peu structurantes et un peu, protégées. Voilà, je vous donne un exemple tout bête. Là, on est plusieurs structures à recevoir le prix du kilowattheure d'électricité pour tous nos tiers-lieux, nos structures associatives, etc. Pour 2022, c'est un sujet extrêmement compliqué et que si on est tout seul face à ça, ça va nous demander d'être encore inventif, etc. C'est juste un exemple, mais comme il date de ce matin, je vous le partage. C'est très intéressant parce que finalement, il y a deux choses fondamentales que vous évoquez. Hein. La première, c'est on peut agir ensemble en ayant des enjeux différents, des profils différents, des logiques différentes. Et je crois qu'il faut vraiment rappeler que la co-construction, c'est-à-dire agir ensemble, n'est pas la co-gestion, gouverner ensemble. Et ça, c'est un point d'autant plus important que ça nous amène au deuxième point sur lequel vous insistez et qui est vraiment, nous, un leitmotiv de nos travaux de recherche. Il ne faut pas confondre la capacité à avoir une co-construction du bien commun, c'est-à-dire à agir ensemble et être force de proposition pour un commun, et la gestion de l'intérêt général qui doit être gérée par les acteurs légitimes, élus et dans une démocratie, tant mieux, pour pouvoir justement assurer une cohérence et des décisions qui nous impactent tous. Et je pense que cette double logique, à la fois de bien pouvoir agir ensemble grâce à nos différences, et à la fois de ne pas confondre la capacité des initiatives dans leur diversité à nourrir finalement une action territoriale, mais dans une légitimité qui ne provient que du garant de l'intérêt général, c'est-à-dire l'acteur public qui est en légitimité par rapport à ça, je pense que c'est vraiment un élément moteur. Et ce qui nous invite d'ailleurs à un troisième sujet, et qui est un petit peu celui que vous évoquiez en dernier, c'est-à-dire comment on peut passer de l'expérimentation, de choses qu'on va expérimenter de ça et là, à une capacité de contractualisation, c'est-à-dire de pouvoir, lorsque l'on a pu démontrer l'utilité, l'efficacité d'une solution, eh bien, comment est-ce elle devient commune et comment ça devient une politique qui peut être d'ailleurs une politique publique. Et on l'a vu de très nombreuses fois, on parle d'éducation, l'expérimentation pendant 15 ans d'unicité qui s'est transformée en service civique à partir de 2010, en est un des très nombreux exemples. Donc cette capacité finalement d'articulation entre la capacité entre acteurs publics et privés d'agir et la responsabilité du système démocratique d'arbitrer l'intérêt général et d'assurer une cohésion sociale, je pense que c'est un vrai débat qui est devant nous. Et là encore, dans les 7 ans qui nous amènent à 2030, je pense que c'est vraiment un sujet clé. Alors, je me tourne vers vous, Karine, avant de donner moi-même le point qui nous a marqué dans les dernières années. Et vous, selon vous, pour favoriser cette interaction, quelles sont les conditions finalement, ou quel est le point qui vous semble saillant? Alors, ouais, je rejoins l'ensemble des commentaires qui ont pu être faits, et y compris sur la difficulté à organiser cette coopération qui ne se fait pas forcément de façon complètement spontanée. Je pense qu'on a une responsabilité à créer les moments qui vont permettre de faire surgir l'étincelle et la rencontre entre des personnes sur des projets communs. Et je pense que là-dessus, on met déjà un certain nombre d'actions en œuvre et qu'il faut les poursuivre et les développer encore plus. Je pense que c'est un long chemin, qu'il y a un foisonnement d'initiatives telles que choisir, c'est renoncer. Hein. Et donc, voilà, commençons peut-être aussi chacun petit, entre guillemets, à nos échelles respectives. Et je pense que, voilà. De nouveau, je crois que les personnes, leur engagement sont absolument au cœur de ce système collaboratif. Mais c'est une vision très, très opérationnelle de quelqu'un qui découvre ces sujets. Vous m'entendez, mais vous ne me voyez plus, désolé, panne de batterie oblige, mais 3 points très importants dans ce que vous avez évoqué, c'est
finalement créer des moments. Et je pense que on oublie trop que l'interaction, elle commence par la rencontre. Et donc, diversifier les moments est sans doute un élément important. Le deuxième élément, c'est vous soulignez que c'est un long chemin. Donc, la question du temps, hein, prendre le temps. Et j'aime beaucoup votre troisième point, c'est finalement grande ambition et petits pas. Comment est-ce qu'on commence finalement chacun à son échelle par faire le pas qui se correspond. Et je crois qu'on a trop tendance à mettre en avant les grandes vitrines, les projets les plus pharaoniques, les logiques. Et je crois que effectivement, c'est tout à fait essentiel de pouvoir aussi mettre en avant les petits pas, parce que finalement, il n'y a pas de grands ou de petits pas, il n'y a qu'une contribution au commun. Alors, moi, je voudrais finir pour ma part en ajoutant le point qui m'a semblé essentiel dans la proposition de loi qui a été déposée par la députée Cathy Racon-Bouzon à la précédente mandature pour pouvoir expérimenter un droit d'alliance d'intérêt général. Le point qui a été essentiel, c'est certes l'article 1 sur la définition d'une alliance d'intérêt général, c'est certes l'article 2 pour expliquer pourquoi c'est compliqué ces alliances d'intérêt général pour une collectivité territoriale, pour une association d'intérêt général, pour une entreprise, et donc comment est-ce qu'on traite cette question qu'ils puissent agir ensemble sans se mettre en risque. Mais le plus important pour moi, et ça c'est l'intuition de Cathy Racon-Bouzon qu'on peut souligner, c'est l'article 3. C'est la proposition très simple d'introduire dans le Code de l'éducation 2 mots, coopération et intérêt général. Peut-être qu'effectivement, dans un état de droit où je rejoins ce que Thierry disait, l'importance d'apporter à l'acteur public, qu'il soit local ou national, des propositions et une capacité d'agir ensemble, puisque c'est lui qui doit réguler notre vivre ensemble, eh bien je crois que d'inclure dans notre Code de l'éducation tout simplement les termes de coopération d'une part et d'intérêt général d'autre part, est peut-être une contribution modeste, mais effective à l'agenda 2030 et à ce 7e anniversaire des objectifs de développement durable. Parce que si nous ne nous battons pas collectivement pour que ces notions soient au cœur même de notre démocratie, eh bien, il est fort à parier qu'il soit compliqué pour chacun d'entre nous de les porter tout seul. Et le Code de l'éducation est ce qui structure l'ensemble de la dynamique nationale pour l'éducation de nos jeunes et de nos enfants. Et je crois que cette notion-là, ces notions-là de coopération et d'intérêt général méritent de figurer dans ce code. Voilà, c'est peut-être un peu moins opérationnel, un peu plus politique et structurel, mais encore une fois, et je rejoins ce que disait Thierry, il est important que nous nourrissions les acteurs de légitimité publique au niveau local et national. Et de la même façon qu'avec la Fondation des territoires, nous lançons le programme chef de projet innovation territoriale pour savoir comment accompagner, aider les collectivités territoriales des petits et moyens territoires entre 7 000 et 30 000 habitants de pouvoir justement piloter ces alliances sur leur territoire. Eh bien, je crois qu'il est aussi de notre responsabilité collective de faire de coopération d'une part et d'intérêt général d'autre part des maîtres mots pour réussir l'agenda 2030. Encore une fois, c'est nous le cadeau d'anniversaire que nous souhaitions rendre en ce mois de l'anniversaire des objectifs de développement durable. Et c'est tout l'enjeu de lancer aujourd'hui même l'affiche repère coopération dans le domaine de l'éducation, dont nous vous demandons à tous de nous faire les retours, puisque c'est une première. Hein, nous avons déjà la série sur les territoires, la série sur les acteurs. Nous lançons aujourd'hui celle sur les secteurs, les coopérations sectorielles. Revenez vers nous, puisque lorsque vous aurez fait vos retours, eh bien, nous développerons sur les 10 webinaires de cette année ces mêmes fiches repères pour aider chacun d'entre nous à pouvoir relire notre histoire collective, la relier à nos enjeux d'aujourd'hui et surtout, bien évidemment, réinviter demain ensemble. Yann, merci beaucoup pour ce webinaire. Merci Charles Benoît et merci surtout également à chacun d'entre vous, Laurent, Karine, Thierry et Angélique, pour ces propos extrêmement inspirants. J'ai vu des réactions nourries dans le public.
Alors, juste 2 mots avant de vous quitter. On vous invite demain, notre prochain rendez-vous, ce sera le 20 octobre, en partenariat avec le ministère de la Culture et sa mission mécénat, pour parler justement de CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture, en direct de l'auditorium de l'Institut national d'histoire de l'art. Une excellente après-midi à toutes et à tous. Belle journée.